Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire des années 1930, alors installez-vous confortablement, car c'est la première fois sur cette chaîne. Nous allons à Cuba. La République de Cuba est un archipel des Caraïbes situé près des côtes des États-Unis et du Mexique, composé d'une grande île s'étendant sur 1250 km, qui comprend l'île de la Juventude et plus de 400 cayes et petites îles. Pendant des siècles, Cuba a été centrale grâce à sa position stratégique. C'est aussi là que Christophe Colomb a posé le pied pour la première fois en Amérique. Peu de temps après, l'Espagne a pris le contrôle de l'île. Après les conquêtes espagnoles en Amérique centrale et du Sud, les métaux précieux extraits étaient ensuite acheminés à Cuba pour y être stockés jusqu'à leur transport vers l'Espagne. Même après avoir perdu de nombreux pays d'Amérique latine au XIXe et XXe siècle, l'Espagne a continué à gouverner Cuba, son dernier territoire en Amérique. Le chemin de Cuba vers l'indépendance de l'Espagne a été marqué par des années de résistance déterminée et de conflits décisifs. La guerre des 10 ans, 1868-1878, opposa les rebelles cubains aux forces coloniales espagnoles et attira l'attention internationale. Bien que la guerre n'ait pas mené à l'indépendance totale, elle a préparé le terrain à d'autres troubles. En 1898, une explosion sur le navire United States Ship Maine dans le port de la Havane a provoqué l'intervention de l'Amérique et la défaite de l'Espagne. Le traité de Paris a alors accordé à Cuba l'indépendance tant recherchée. La transition vers l'autonomie a été difficile, rendant la période post-indépendance de Cuba, 1902-1958, marquée par de nombreux défis et transformations. Bien que Cuba ait obtenu son indépendance formelle, les amendements Platt de 1901 ont permis aux États-Unis d'exercer une influence, tandis que l'île faisait face à la corruption politique, à la dépendance au sucre et à de fortes inégalités sociales. Ces problèmes ont engendré du mécontentement et de l'agitation au sein de la population. Au cours de cette période, Celia Margarita Mena vit le jour, née dans une famille modeste d'un petit village niché dans la province de Guantánamo, située à l'extrémité orientale de Cuba. Cette province est réputée pour la présence de la base militaire américaine qui y fut établie en 1903. Mais au-delà de son importance militaire, la province a un charme naturel remarquable. Son paysage est orné de champs fertiles, qui nourrissent des cultures telles que la canne à sucre, le tabac et le cacao, toutes prospérant sous l'étreinte d'un climat chaud et accueillant. En grandissant, Celia n'a pas eu accès à une éducation formelle. Cependant, elle était belle et avait des dents parfaites. Elle avait un don inné pour la danse, ce qui la distinguait de ses pairs. En devenant une jeune femme, elle ressentit le besoin de quitter sa maison et, pleine de grandes aspirations, elle se rendit à La Havane, la capitale de Cuba, avec son charme en bord de mer, sa grande architecture et ses bâtiments tels qu'un grand teatro, le Paseo del Prado, la Plaza Vieja et la Plaza de la Cathédrale. C'était très différent du petit village où elle avait grandi. Mais La Havane n'était pas seulement une ville pleine d'opportunités, elle présentait aussi de nombreux défis pour une jeune femme dans les années 30. Celia, peu éduquée, avait du mal à trouver un emploi stable, mais grâce à son ingéniosité, elle se fit une place chez Max Factor et utilisa ses compétences pour mener une vie modeste. Installée en ville, Celia s'est inscrite à l'académie de danse Galatea, espérant y rencontrer un jeune homme séduisant. C'est là, sur fond de musique et de danse, qu'elle fit la connaissance de René Hidalgo. René était l'incarnation même du respect. Il était issu d'une lignée qui portait le poids de l'honneur et de la dignité. Grand et blond, sa belle prestance témoignait d'une famille aux attentes élevées. Son père l'avait envoyé aux États-Unis pour étudier l'anglais, une démarche pratique afin d'améliorer ses perspectives d'avenir. De retour dans son pays, il avait obtenu une place dans les prestigieuses salles de la faculté de médecine de La Havane. Animé d'un enthousiasme sans faille, il avançait vers une carrière de médecin, affrontant la théorie et la pratique. Cependant, les exigences implacables de la faculté de médecine et les heures d'études étaient éprouvantes. Alors un ami lui a suggéré d'aller dans les salles de danse de Galatea pour essayer de se détendre. Là, il se sentit attiré par Celia Mena, une belle jeune femme dont le charme exerçait sur lui une puissante attraction. Cela devint bientôt une obsession qu'il ne pouvait ignorer. Cela dominait ses pensées et commença à éclipser ses activités académiques.
Ils ont commencé à sortir ensemble, mais René ne pouvait pas chasser la belle jeune femme de son esprit et voulait être avec elle aussi souvent que possible. Son obsession commença à interférer avec ses études, et il fut confronté à une décision difficile. Contre toute logique, il renonça à son rêve de devenir médecin pour rester avec la femme qui avait conquis son cœur. Il savait devoir trouver un emploi et travailla dans la police cubaine. Ensuite, avec Celia, ils louèrent une chambre au dernier étage d'un immeuble situé au 969, rue Monte, un quartier pauvre en périphérie de la ville, connu pour être un quartier où les prostituées travaillaient le soir. Au début, tout se passait bien pour le couple, mais avec le temps, la routine de la vie commune révéla les réalités banales de l'existence. Derrière les portes closes de leur chambre, leur relation souffrit, entachée de jalousie et de conflits. La beauté de Celia fascinait Amara, tandis que René, très possessif, devenait chaland jaloux. Elle ne sortait jamais sans mettre son maquillage Max Factor. Elle disait à René qu'elle devait le porter pour montrer aux clients la qualité du produit. Mais il pensait qu'elle le faisait pour attirer l'attention des hommes. Les voisins les entendaient en se crier dessus, puis ils bavardaient sans le « sur les disputes animées qu'ils venaient d'entendre. Il supposait en tout qu'il ne s'agissait là que du reflet des pressions que les difficultés financières peuvent imposer à une relation, surtout avec René et Celia étant si jeunes. Celia ne sachant pas écrire, René gérait la correspondance avec sa famille à Guantanamo. Il leur écrivait souvent, les rassurant sur la vie de leur fille à la Havane. La situation du couple ne s'améliorait pas, les disputes persistaient. Celia sortait toujours en portant son maquillage et en essayant d'être la plus belle possible, et René continuait d'être très jaloux de toute l'attention masculine qu'elle recevait. Le 8 mars 1939, un ouvrier travaillait dans un système d'égouts à l'angle de la 7e avenue, dans le quartier Mariano de la Havane. À sa grande surprise, il fit une découverte troublante, une jambe soigneusement enveloppée, placée dans un sac en tissu. Sans perdre de temps, il se précipita dans la rue pour trouver un policier. Bientôt, une foule de spectateurs et de curieux s'était rassemblée sur les lieux, créant une atmosphère sombre et choquée. Alors qu'ils apprenaient la découverte troublante, les policiers arrivés sur place sécurisèrent la zone en installant un cordon et procédèrent à un examen minutieux du membre sectionné. Ils organisèrent une fouille supplémentaire des égouts avant de transporter le sac et son contenu à la morgue, tout en se demandant s'ils allaient découvrir d'autres restes provenant de la même victime. La nouvelle se répand rapidement, devenant le principal sujet de conversation, non seulement à La Havane, mais dans toute l'île. La découverte de la jambe d'une jeune femme a attiré l'attention générale à travers les émissions de radio et a été largement relayée dans les journaux locaux et nationaux. La police a lancé une enquête sur les personnes disparues à La Havane. Le public aussi s'est profondément impliqué dans la résolution de l'affaire et attendait avec impatience de nouveaux développements. Chaque soir, ils se rassemblèrent autour de leur radio, curieux de savoir si d'autres parties de corps avaient été découvertes ou retrouvées sur les rives voisines. Quelques jours après, d'autres parties du corps, soigneusement enveloppées de tissus, furent découvertes. Cette fois, dans le quartier d'Ismero de Guanabacoa, toutes furent ensuite transportées à la morgue. L'enquête était dirigée par Israel Castellanos, le directeur de l'identification médico-légale. Il a noté que les membres investis avaient été sectionnés avec précision, peut-être par un scalpel de chirurgien ou un couteau de boucher, et il pensait que la personne ayant commis ce crime atroce possédait des connaissances médicales. Les médecins n'étaient pas parvenus à reconstituer presque tout le corps, mais la tête manquait toujours. La théorie selon laquelle l'auteur possédait des connaissances médicales suggérait une intention troublante derrière ce démembrement méticuleux. Cet acte odieux ne servait pas seulement à dissimuler le crime, mais aussi à masquer l'identité de la victime. La police a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de l'œuvre d'un tueur en série, laissant une marque distinctive en enveloppant les membres sectionnés dans des sacs en tissu. Soudain, les habitants de La Havane et même de tout Cuba furent à la fois excités et soulagés quand la radio du soir annonça que la tête de la victime avait été retrouvée. Dans une résidence de la rue Dificultad, nichée dans le quartier de Batabano, la tête disparue avait apparemment et de façon inattendue été retrouvée au fond d'une latrine.
Un groupe de jeunes s'était vu confier la tâche peu enviable de nettoyer la fosse lorsqu'ils tombèrent sur un objet soigneusement emballé. En regardant de plus près, ils virent que c'était une tête humaine. À la suite de cette découverte macabre, l'incident fit de nouveau la une des journaux et devint le sujet de discussion à l'échelle de toute l'île. Des images détaillées du crâne furent alors rapidement publiées dans les journaux. La découverte des autres parties du corps a été clé pour reconstituer l'identité de la victime inconnue. Avec le corps désormais complet, les détectives ont trouvé plus facile d'établir des facteurs tels que l'âge et la race. La population diversifiée de Cuba, issue des 4 coins du monde, compliquait davantage l'identification. Une famille qui vivait près de la latrine a dit à la police qu'elle pensait qu'il s'agissait de Celia Margarita Mena. Ils savaient qu'elle était la petite amie de René Hidalgo. Ils ont dit que le couple venait souvent et passait beaucoup de temps ensemble là-bas. Cependant, la police devait en être certaine. Une radiographie des dents a été publiée dans les journaux, ce qui a conduit un dentiste à se manifester, affirmant que les dents visibles dans le journal correspondaient à celles d'une de ses patientes. Le dentiste a présenté ses preuves à l'équipe médico-légale de la Havane, dirigée par les docteurs Jorge Castrovere et Carlos Crina. Cette révélation a confirmé l'identification de la jeune femme comme étant Celia Margarita Mena, la petite amie de René Hidalgo. La police a interrogé les voisins du suspect qui ont pu apporter plus d'éclaircissements sur la relation entre René et Celia. Parmi eux se trouvait Ana Margarita, une amie proche de Celia. Elle a fait un portrait vivant d'elle. Selon Ana, Celia était une grande charmeuse, une femme qui se délectait de l'attention et se mettait en valeur avec beaucoup d'assurance. Elle était toujours impeccablement présentée, ses cheveux coiffés à la mode et son maquillage appliqué sans défaut. Anna a aussi dit que Celia était obsédée par Max Factor. Elle a dit aux policiers que, malgré sa loyauté envers René, leur relation était minée par des conflits sur le comportement aguicheur de Celia et qu'elle pensait que René regrettait d'avoir quitté ses études de médecine pour elle. Un autre voisin a raconté un incident où René était rentré à leur appartement et a trouvé Celia absente. Il l'a surprise en train de parler à un autre voisin, ce qui a ravivé sa colère. S'ensuivit une confrontation tumultueuse, ponctuée de disputes véhémentes, même si celles-ci débutaient souvent à d'autres moments. Lorsque Celia demandait de l'argent à René pour acheter plus de cosmétiques, le propriétaire d'une quincaillerie a révélé un détail glaçant, déclarant à la police que René Hidalgo avait acheté du papier ciré et un sac en toile dans sa quincaillerie Garcia del Rio, un commerce situé juste en face de l'immeuble où René et Celia vivaient. Les voisins de l'immeuble étaient impatients de révéler la vie de Celia et transmettaient leurs infos à la police et à la presse. L'un d'eux a confirmé que Celia était analphabète et n'avait jamais appris à lire ou écrire à La Havane. C'est René qui assumait la responsabilité d'écrire à sa famille en son nom. Avec ces révélations, un profil sinistre commença à se dessiner aux yeux des forces de l'ordre et des médias. René Hidalgo, autrefois perçu comme un jeune homme bien sous tout rapport avec un grand avenir devant lui, se retrouvait désormais dépeint comme un tueur de sang-froid qui avait commis un acte sous l'emprise de la rage et mis fin à la vie de sa petite amie innocente. René a été arrêté en février 1940 et placé en garde à vue. Après avoir pris connaissance de toutes les preuves qui lui ont été présentées, il a avoué être à l'origine de la mort de Celia Margarita Mena, bien qu'il affirme qu'il s'agissait d'un tragique accident. Il a déclaré que le 2 mars 1939, à la suite d'une violente dispute, sa jalousie grandissante envers elle avait atteint un point de rupture. Les sacrifices qu'il avait faits pour elle, y compris l'abandon de sa prometteuse carrière médicale, avaient commencé à peser lourdement sur son esprit. La situation de vie dans une chambre mansardée et sombre, au dernier étage d'un immeuble délabré, avait amplifié ses frustrations. Poussé par la colère, il s'en est pris à elle, la frappant dans un accès de rage. L'impact l'a fait tomber, sa tête heurtant le sol en béton, ce qui a fracturé la base de son crâne. Il a dit qu'il avait tenté de la ranimer, mais cela s'est avéré inutile, et il a cru que Celia était morte. Il a ajouté que l'immeuble dans lequel il résidait était animé avec des occupants allant et venant, ce qui rendait impossible pour lui de déplacer le corps sans être remarqué. Il a donc opté pour une solution macabre et a décidé de se débarrasser d'elle en plusieurs étapes.
Il l'a placée dans la baignoire et lui a infligé une profonde entaille au genou avec une lame de rasoir. Sa réaction l'a surpris. Elle s'est réveillée et a commencé à se plaindre. Choqué, effrayé et paniqué, il l'a frappée à nouveau et cette fois, elle est morte. La police n'a pas été convaincue par son histoire. Le détecteur de mensonges venait d'être introduit dans le pays et René est devenu la première personne à Cuba à subir ce nouveau format d'interrogatoire. Malgré 38 interrogatoires, les tests n'ont pas donné de conclusion définitive. Malgré ses affirmations que la tragédie était d'abord un accident, les preuves de plus en plus nombreuses disant le contraire. Il a été traduit en justice et, au terme d'un long et minutieux processus judiciaire, il a finalement été reconnu coupable et condamné à 28 ans de prison qu'il purgerait sur l'île de Pinos. Durant son séjour, René est devenu un détenu modèle. Marqué par son intelligence extraordinaire et son comportement paisible, il a assumé des rôles de leadership et d'instruction auprès de ses co-détenus, et pendant son incarcération, il s'est même marié. Sa femme était une jeune femme de Pina del Rio et ensemble, ils ont eu 2 enfants. Malgré cela, la vie en prison a eu un impact sur son apparence physique, provoquant une détérioration notable. Son apparence autrefois juvénile a été remplacée par les effets de la culpabilité et du passage des années, laissant derrière lui un visage marqué qui reflétait le poids qu'il portait pour son crime terrible. Le parcours de René a pris une tournure surprenante lorsqu'il a obtenu une grâce et a été libéré après avoir purgé seulement 13 ans en prison. Il est revenu à La Havane vivre avec sa femme et ses enfants. Quelques années plus tard, la révolution cubaine a eu lieu et, le 1er janvier 1959, le mouvement du 26 juillet a réussi à renverser le dictateur Fulgencio Batista et à établir un gouvernement dirigé par Fidel Castro. La révolution a marqué un tournant dans l'histoire récente de Cuba. Finalement, René a trouvé du travail comme gardien à la gare routière de Santiago de Las Vegas et, avec le temps, de moins en moins de personnes se souvenaient de lui. Néanmoins, il était devenu silencieux et renfermé, et il ne participait pas vraiment à beaucoup de conversations avec ses collègues. Ensuite, il a occupé un poste dans un salon funéraire. À ce moment-là, les jeunes employés n'avaient eux aucune idée de qui il était, et beaucoup étaient étonnés des années après que le crime ait été commis. On dit que son passé le hantait et qu'il criait parfois « Je ne l'ai pas tué ». René Hidalgo est mort en 1992.